ça n'a beau être qu'une guerre froide, ça ne sera pas de tout repos pour autant entre les États-Unis et l'URSS. Bonjour chers amateurs d'histoire. Alors au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a eu l'occasion de voir à quel point l'opposition croissante se manifestait entre les deux principales puissances, c'est-à-dire l'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre. Et au fur et à mesure que chacun des deux place leur pion sur l'échiquier de l'Europe et l'échiquier mondial, éventuellement on va assister à un grand nombre de crises entre les deux puissances. Alors on va voir aujourd'hui les principales crises qui vont marquer le début de la guerre froide. La première crise de la guerre froide commence avec le problème allemand. Alors donc, en 1945, le statut de l'Allemagne est précaire, on le comprend, précaire et instable. Alors donc, la situation de l'Allemagne qui est partagée entre les quatre principaux vainqueurs devait être provisoire et il était prévu éventuellement de réunifier les zones qui appartenaient au début à l'URSS d'un côté et la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis de l'autre. Mais dans les faits, la réunification ne sera pas possible à cause des comportements opposés des occupants dans leurs zones respectives. Alors, ils vont entreprendre la reconstruction de leur zone de manière complètement différente. Et tout ça va rendre très difficile toute réunification par la suite. Tout ça dans un contexte évidemment de tensions croissantes de plus en plus préoccupant. Alors donc, la question de l'Allemagne va ainsi devenir l'une des causes majeures de tension entre les Américains et les Soviétiques. Et l'Allemagne va vite devenir un symbole de l'opposition entre les deux systèmes, et notamment la ville de Berlin. Alors, qu'est-ce qui se passe en Allemagne au lendemain de la guerre? Ben, ça dépend où est-ce qu'on se trouve, hein? À l'Est ou à l'Ouest. L'Ouest appartenait aux trois puissances occidentales, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, alors que l'Est était sous le contrôle de l'URSS. Alors, que se passe-t-il à l'Ouest? Ben, après quelques moments de flottement, on va mettre rapidement fin au projet de démantèlement industriel. Alors donc, on veut que l'Allemagne se reconstruise pour toutes sortes de raisons, notamment pour aider la politique des États-Unis. Donc, on s'engage immédiatement vers un système libéral où l'on redonne vite des responsabilités aux Allemands et où on favorise la libre entreprise. D'abord, c'est l'idéologie des États-Unis et ça va très bien dans le contexte du plan Marshall. Alors qu'en Allemagne de l'Est, sous le contrôle de l'URSS, on pratique une politique complètement différente. C'est qu'à l'Est, on va démembrer la grande propriété. C'est que, rappelons-nous que l'URSS a beaucoup souffert de la guerre et compte se payer à travers les possessions allemandes. Donc, on démantèle la grande propriété en Allemagne et bientôt, on va la collectiviser. Alors, on va même jusqu'à démanteler certaines usines allemandes et les déménager et les reconstruire en URSS. Donc, on s'empare de certaines des possessions des Allemands au niveau de l'industrie. Alors, on procède à une nationalisation de l'économie allemande et aussi à une planification, au même titre qu'on le faisait en URSS avec les plans quinquennaux. Et on va supprimer tout ce qui ressort de l'individualisme, notamment l'école privée, alors qu'on interdit à cette époque-là. Alors donc, deux événements vont achever d'éloigner encore plus les deux Allemagnes en formation. C'est que à l'Ouest, on va commencer de plus en plus à fusionner les zones, d'abord les zones anglaises et américaines, et on s'entend de plus en plus entre les Français, les Anglais et les Américains. Et tout cela va entraîner une détérioration des relations avec l'URSS. Alors, géographiquement, avec le temps, il va exister deux Allemagnes. L'Allemagne de l'Est, sous le contrôle de l'URSS, et l'Allemagne de l'Ouest, sous le contrôle des autres, mais principalement des États-Unis. Et rapidement, la situation va se corser plus particulièrement à Berlin. Alors, le blocus de Berlin, qui va avoir lieu de 1948 à 1949, va constituer la première véritable crise de la guerre froide. Il faut savoir que les trois zones de Berlin-Ouest
forment une enclave en pleine Allemagne de l'Est. Je m'explique. Rappelons-nous que l'Allemagne avait été divisée entre les vainqueurs. Alors, il y avait 4 zones à l'origine en Allemagne. Eh bien, la situation est la même pour Berlin. Alors, Berlin est divisé entre une zone qui appartient à l'URSS et 3 autres zones qui correspondent aux possessions de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Et ça pose un problème parce que Berlin se trouve dans l'Allemagne de l'Est, qui est sous le contrôle de l'URSS. Alors, les 3 zones de Berlin-Ouest, qui sont sous le contrôle des 3 alliés, forment une enclave en pleine Allemagne de l'Est. Et cela est de plus en plus intolérable aux yeux de Staline. Pourquoi? Parce qu'évidemment, l'Allemagne de l'Ouest se remet beaucoup plus rapidement de la guerre grâce au plan Marshall, grâce à l'aide économique des États-Unis, et c'est la même chose pour Berlin-Ouest. Berlin-Ouest se reconstruit beaucoup plus rapidement, alors que Berlin-Est, sous le contrôle de l'URSS, souffre de l'après-guerre et des privations imposées par l'URSS. Alors évidemment, ça pose un problème pour Staline, c'est que les habitants de Berlin-Est constatent à quel point ça va mieux du côté de l'Ouest alors que ça va mal de leur côté. Alors la tentation est de plus en plus grande pour les Allemands qui habitent à l'est de Berlin d'aller rejoindre la zone de l'Ouest où l'économie renaît plus rapidement. Alors évidemment, il n'est pas question pour Staline de laisser cette situation se détériorer à son détriment. Alors Staline, pour empêcher tout cela, va tenter un coup de force pour récupérer la zone ouest. Donc, rappelons-nous que Berlin est sur le territoire de l'Allemagne de l'Est, donc sous le contrôle de l'URSS. Alors, il va décider de tenter de récupérer la zone ouest de Berlin et pour ce faire, il va couper les accès à la ville de Berlin-Ouest. Alors, les lignes de chemin de fer, les routes, etc. Tout ça dans le but d'asphyxier la ville. C'est le fameux blocus de juin 1948 à mai 1949, le blocus de Berlin. Alors donc, les habitants de Berlin-Ouest n'ont plus accès aux ressources du reste de l'Europe. Il n'y a plus rien qui arrive par les routes ou par le train. Alors donc, ils risquent de manquer de ressources. Alors, éventuellement, ils n'auront plus le choix, si la situation continue comme ça, ils n'auront plus le choix de rejoindre Berlin-Est et de tomber sous l'autorité de l'Union soviétique. Cela dit, c'est un coup de bluff de la part de Staline, mais les Américains vont réagir fortement. Les Américains, pour qui Berlin est déjà devenu un symbole et un poste avancé du monde libre à l'Est, ils vont réagir immédiatement par un pont aérien. Alors, il n'est pas question pour les Américains de laisser Berlin-Ouest basculer du côté du communisme. Alors, pour éviter ça, ils vont mettre énormément de moyens. Alors, le problème est le suivant, c'est que Berlin-Ouest est situé dans l'Europe de l'Est. Donc, Berlin-Ouest est entouré de part et d'autre des forces soviétiques. Donc, les voies maritimes, les voies ferroviaires et les routes sont bloquées par les soviétiques. Donc, la seule voie qui reste, c'est la voie des airs. Alors, d'habitude, on n'utilise pas la voie des airs pour livrer certains produits comme le charbon ou de l'acier ou ce genre de choses-là, mais cette fois-ci, on va devoir utiliser uniquement des avions. Mais le problème de créer des voies aériennes est délicat en 1948. De nos jours, les voies aériennes sont gérées par ordinateur, par un contrôle aérien avec un grand système de radar. Mais évidemment, les possibilités ne sont pas aussi grandes en 1948. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de façon générale? C'est qu'on va organiser 3 corridors aériens. Et chacun d'entre eux vont être utilisés à sens unique. Alors, il y aura 2 corridors qui vont se diriger vers Berlin et un corridor qui va se diriger vers l'ouest. Alors, les avions vont venir à sens unique à travers 2 corridors, le corridor du Nord et le corridor du Sud, pour rejoindre Berlin avec leur cargaison. Mais comme les avions sont extrêmement nombreux, on en a besoin de beaucoup pour livrer toutes les ressources dont on a besoin à Berlin-Ouest. Alors, tous ces avions-là n'auront qu'une seule possibilité de se poser à l'aéroport de Berlin. S'ils échouent leur atterrissage et qu'ils doivent recommencer, ils ne pourront pas parce qu'il y a d'autres avions qui les suivent. Alors, si un avion rate son approche, il devra retourner à son lieu d'origine sans avoir déposé sa cargaison. Alors, parce que bien d'autres avions arrivent ensuite. Donc, chaque pilote n'a droit qu'à une seule tentative d'atterrissage. S'il échoue, il doit revenir avec la totalité de son chargement.
Alors, grâce à ce système, il est possible de faire atterrir un avion toutes les 3 minutes en moyenne à Berlin, ce qui est un véritable exploit pour l'époque. Et à la fin du blocus, les Alliés avaient réussi à effectuer 278 228 vols, dont 189 963 à mettre sur le compte des Américains. Et par le fait même, ils ont pu réussir à amener à Berlin-Ouest 2 110 480 tonnes de fret, pour approvisionner la région de Berlin-Ouest. Et là-dedans, il y avait 68% de charbon et 23% de nourriture. Donc, acheminer de la nourriture et du charbon par avion, il fallait le faire. Hein? Donc, c'est un véritable exploit technique dont les Américains se sont rendus responsables ici. En tout, plus de 8000 tonnes de marchandises sont ainsi livrées chaque jour en moyenne à Berlin-Ouest. Ce blocus va être donc la première manifestation concrète de la guerre froide. Et c'est l'échec pour Staline, qui a clairement sous-estimé la capacité de réaction des Occidentaux. Alors Truman a clairement annoncé qu'il utiliserait la force si nécessaire. Alors donc, les Américains y mettent le paquet, ils vont mettre énormément de budget pour alimenter la ville de Berlin-Ouest parce que c'est un symbole à ses yeux. Donc, il n'est pas question que Berlin-Ouest devienne communiste. Ça serait un échec du côté des États-Unis. Alors, face à ça, éventuellement, Staline va devoir renoncer au blocus et laisser la ville de Berlin-Ouest continuer à être alimentée de façon normale par l'Occident. Évidemment, tout ça n'améliorera pas les relations entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc, en 1949, on assiste à l'échec de la réunification de l'Allemagne. Et donc, à partir de ce moment-là, et de façon définitive pour de nombreuses décennies, il y aura deux Allemagnes politiquement séparées l'une de l'autre. Et donc, l'Allemagne est séparée en deux et toute idée de réunification n'est plus à l'ordre du jour désormais, bien que dans les mots, elle ne soit jamais complètement abandonnée. Alors, on assiste à ce moment-là à la création de la RFA et de la RDA. RFA pour République fédérale allemande, qui est l'Allemagne de l'Ouest, et RDA pour République démocratique d'Allemagne, qui correspond à l'Allemagne de l'Est. Alors, rien ne va plus entre les États-Unis et l'URSS. Et c'est pour ça que les États-Unis et leurs alliés vont signer le 4 avril 1949 le traité de l'Atlantique Nord, qui va donner naissance à l'OTAN. Alors, le fameux pacte atlantique. Notons à cette occasion-là que les États-Unis renoncent pour de bon à l'isolationnisme, la politique qui a prévalu chez eux pendant de nombreuses décennies. Alors donc, eux qui ont toujours voulu ne pas se mêler des politiques, des questions politiques en Europe, maintenant, ils s'associent pleinement à celle-ci. Alors, ils démontrent par la même occasion que leur défense est conçue comme passant par celle de l'Europe. Alors maintenant, les Américains sont présents en Europe pour le meilleur et pour le pire. Alors donc, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc l'OTAN, va comprendre à l'origine 12 États, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, le Benelux, c'est-à-dire les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, et ça comprend également le Royaume-Uni, la France, l'Italie, le Danemark, la Norvège, l'Islande et le Portugal. S'ajouteront ensuite en 1952 la Grèce et la Turquie. Et donc, en 1950 est mise en place l'OTAN, donc l'intégration dans une organisation commune des forces militaires des pays membres, sous un commandement américain, à l'origine, le général Eisenhower, qu'on a vu précédemment lors du débarquement de Normandie. Alors, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc l'OTAN, avait pour but original une défense mutuelle contre une attaque soviétique en Europe. Notez que dans le traité, l'Union soviétique n'est pas précisée. On parle d'un ennemi éventuel, mais tout le monde comprend évidemment entre les lignes qu'il s'agit de l'Union soviétique. Alors, le point clé du traité est l'article 5, qui affirme que toutes les parties sont en accord qu'une attaque armée contre un ou plusieurs des membres serait considérée comme une attaque contre tous les membres de l'OTAN. Qu'est-ce que ça veut dire au jeu? C'est que si jamais l'Union soviétique s'attaquait à un de ces pays-là, même le plus mineur, il s'attirerait les attaques de tous les autres pays membres de l'OTAN. Alors, autrement dit, si on s'attaque à l'un de ces pays, on s'attaque contre l'ensemble des pays. Et donc, c'est ainsi que naît l'OTAN, dont le siège était situé à Bruxelles. Évidemment,
Du côté de l'URSS, il n'était pas question de rester inactif face à ça, alors le bloc de l'Est va répondre par la création d'un pacte similaire qu'on va appeler le pacte de Varsovie. Alors qu'est-ce que le pacte de Varsovie? C'est une alliance militaire entre l'URSS et ses satellites de l'Europe de l'Est. Alors donc l'organisation siège à Moscou et les postes clés des pays membres sont occupés par des officiers nés ou entraînés en Union soviétique. Alors on sent une emprise très forte de la part de l'Union soviétique sur le pacte de Varsovie. À un point tel que lorsque certains pays vont commencer à reconsidérer leur alliance, l'Union soviétique va intervenir très vigoureusement. La Hongrie, entre autres, tenta de se retirer de l'alliance en 1956, mais elle fut réintégrée lorsque des soldats soviétiques marchèrent sur la révolution hongroise. Et une situation semblable va se produire aussi en Tchécoslovaquie en 1968. Donc, on comprend bien que les pays membres du pacte de Varsovie étaient contraints d'en faire partie. Ainsi, les divergences entre les deux superpuissances se sont cristallisées en Europe. Alors, l'Europe et surtout l'Allemagne et Berlin resteront jusqu'en 1989 les hauts lieux de l'affrontement entre l'Est et l'Ouest. Pourtant, la compétition idéologique s'étend et gagne aussi l'Asie et le reste du monde, mais l'Asie dès 1949, à la faveur d'un événement considérable, la victoire communiste en Chine. En effet, on est dans une situation de guerre civile depuis les années 1920 en Chine, entre les communistes d'un côté, les communistes de Mao, et les nationalistes de Chiang Kai-shek. Et dès 1946, les combats reprennent au lendemain de la guerre. Et Mao finit par l'emporter et va fonder la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine est en retard sur bien des domaines à cette époque-là. Et pourtant, elle compte aussi déjà plus de 500 millions d'habitants. Alors, isolé, Mao est dans sérieuses difficultés. Il va, pour ce faire, solliciter l'aide de Moscou. Et dès 1950, un traité d'amitié, d'alliance et d'assistance est signé entre l'Union soviétique et la Chine. Et la Chine s'engage de son côté pour presque une décennie sur la voie d'un socialisme à la soviétique. Et de son côté, l'URSS va lui apporter son aide. Et tout ça va nous mener vers la situation particulière de la Corée. Rappelons-nous que la Corée a été pour un temps occupée par le Japon à l'occasion de ces guerres impérialistes. Mais après une période d'occupation japonaise, la Corée, au lendemain de la guerre, est libérée. Et cette libération de la Corée qui arrive en 1945 va provoquer sa partition en deux parties. Le nord, occupé par les Russes, va devenir soviétique, alors que le sud, occupé par les États-Unis, donc va devenir de nature plus capitaliste, évidemment. Donc, chacun des libérateurs imprime sa propre personnalité sur son territoire. Et justement, après le départ des occupants, la partition du pays sera maintenue entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Nord avait pour capitale Pyongyang et la Corée du Sud va avoir comme capitale Séoul. Or, le 25 juin 1950, la Corée du Nord, qui est communiste, envahit la Corée du Sud, qui est capitaliste. Alors, d'où vient cette décision? On ne sait pas trop, mais l'URSS était forcément au courant. Staline était forcément d'accord, donc, vu que la Corée était sous son emprise. Alors, c'est grave. Pour la première fois, on assiste à une agression directe communiste dans un but de conquête. Et malheureusement pour Staline, celui-ci avait sous-estimé la détermination des États-Unis à contenir le communisme. Alors que va-t-il se passer? C'est que les États-Unis vont obtenir de l'ONU un droit d'intervention militaire. Alors un contingent américain va être envoyé pour envahir la Corée du Nord. Souvent, à cette occasion-là, mes étudiants me demandent, mais comment était-il possible que les États-Unis aient obtenu un mandat de l'ONU alors que l'URSS détient un droit de veto au sein du Conseil de sécurité? C'est que, suite à de nombreuses tensions entre les États-Unis et l'URSS avait boudé certaines réunions du Conseil de sécurité et donc n'avaient pas pu apposer leur veto. Suite à ça, les Russes vont avoir leur leçon et ne cesseront plus jamais d'assister aux séances du Conseil de sécurité.
Donc, c'est ce qui va donner la guerre de Corée. Et au début, tout va bien pour les Américains qui ont envahi sans trop de difficulté la Corée du Nord, jusqu'à temps que la Chine s'en mêle. Effectivement, la Chine, qui est aux côtés des Nord-Coréens, donc Nord-Coréens qui sont communistes, finit par s'en mêler et envoyer des forts contingents. On pourrait dire tout ce qu'on voudra des Chinois. Le fait est qu'ils sont nombreux et ça pose un problème pour les Américains. Alors, tout ça va obliger les États-Unis à reculer de plus en plus. Alors, les opérations sur le terrain s'enlisent de plus en plus dans une guerre de position. Et le commandant en chef des forces américaines en Corée, le général MacArthur, va mettre de plus en plus de pression sur le président américain Truman à l'époque pour utiliser la bombe atomique. Alors donc, il met de la pression, il veut qu'on utilise la bombe atomique pour rétablir l'équilibre à l'avantage des États-Unis. Cela dit, Truman va résister à cette pression, il va relever le général MacArthur de son commandement, on le remercie de nos jours, et finalement, la paix va être signée le 27 juillet 1953. Alors, ce traité va renouveler la partition de la Corée, donc désormais, il y aura une Corée du Nord, une Corée du Sud, une partition qui existe encore de nos jours. Alors, la guerre de Corée aura des conséquences importantes car elle va dramatiser la guerre froide. Elle va pousser notamment à renforcer le contrôle de chaque bloc sur son camp. Alors, du côté de l'URSS, on va assister au fameux procès truqué pour faire le ménage au sein de l'intelligentsia russe. Et du côté du bloc de l'Ouest, on va assister à la période du macartisme, donc aux États-Unis, une période extrêmement dure, la période de chasse aux sorcières qui va rendre le climat politique extrêmement intense du côté des États-Unis. Évidemment, dans chacun des deux camps, on va augmenter les dépenses militaires de façon stratosphérique et tout ça va pousser à la construction de vastes réseaux d'alliances à travers l'ensemble, non seulement de l'Europe et de l'Asie, mais de l'ensemble du monde. Et tout ça va relancer le thème d'une défense commune en Europe. Alors évidemment, la guerre froide ne fait que commencer à cette époque-là. Bien d'autres crises viendront par la suite, notamment la guerre du Vietnam ou la guerre d'Afghanistan et bien d'autres, la course à l'espace. Mais nous allons les voir plus tard. Alors, dans un premier temps, dans les prochaines capsules, nous allons voir à quoi ressemble le monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et comment la guerre froide va jouer un rôle important dans le développement de bien des politiques, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud ou au Proche-Orient.